Dans la tribu de Saint-Louis, un mariage se prépare. L'ambiance est joyeuse, détendue. Bonjour. Ah, il y a les mamans qui font la cuisine. C'est pour Kanaki pour tous. Une atmosphère très éloignée de ce qu'ont pu vivre les habitants de la tribu en 2024. Saint-Louis a été un des épicentres des émeutes. Après une nuit de confrontation, la tension est encore palpable à Saint-Louis, bastion indépendantiste au sud de Nouméa. Cette nuit, 2 hommes de 29 et 30 ans ont été tués par balle par les gendarmes du GIGN. Accéder au fief indépendantiste de Saint-Louis est plutôt rare. À notre arrivée, nous faisons le geste de la coutume. Une offrande symbolique et quelques mots pour nous présenter à nos hôtes. Merci pour la pensée. Merci déjà pour le geste, parce que c'est quelque chose que nous on a appris depuis nos vieux quand on arrive chez quelqu'un. Salut, c'est un peu le thermomètre un peu du pays. Si l'État continue à nous marginaliser, eh ben, salut va bouger. Et quand salut va bouger, ben, le pays va bouger. Et nous, on sera toujours là pour leur dire qu'on est là, et puis notre combat ira jusqu'au bout. Dimitri Kenegay est notre guide à Saint-Louis. Il a passé 1 an en prison en métropole, accusé d'être l'un des instigateurs des émeutes, avant de bénéficier d'un non-lieu de la justice. Il nous mène sur les lieux où sont morts des jeunes de la tribu, tués par les forces de l'ordre. Ils ont été assassinés ici. Banane, il a été assassiné vers là. Et les 2 autres garçons aussi, Joanne et Samy. Ils voulaient aller chercher Kanaki. Malheureusement, voilà, il y en a qui sont tombés. Mais ils sont tombés pour leur pays. C'est un projet de loi de dégel du corps électoral qui a plongé Saint-Louis et le reste du territoire dans le chaos. La mesure aurait réduit drastiquement le poids politique des indépendantistes kanaks qui refusent de voir leur destin leur échapper. C'est à nous de décider pour le pays. Tous ceux qui arrivent là, ils vont vivre avec nous, mais c'est nous qui devons décider. On voit encore que l'État il continue à faire des passages en force. C'est dangereux parce que les braises sont encore là. La paix civile dans ce pays, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, c'est la paix civile pour tous. À l'entrée de la tribu de Saint-Louis, à la frontière avec la commune du Mont-d'Or, les gendarmes sont toujours présents, aux grandes dames de Florent Perrin, président d'une association de riverains. Nous avons été bloqués 9 mois ici au Mont-d'Or. Et comme vous pouvez le voir, au bout de 2 ans, il y a encore des gendarmes, puisqu'on est encore caillassés régulièrement. Nos amis ne viennent plus, nos familles non plus. On a pris le prétexte du dégel du corps électoral pour mettre le feu et le chaos à la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, ce dégel aujourd'hui, il est pour moi obligatoire, puisqu'il y a des gens qui vivent ici depuis 30 ans, qui font tourner l'économie, qui ont investi et qui ne peuvent pas s'exprimer dans les urnes. Pendant des mois, Florent Perrin et d'autres habitants du Mont-d'Or se sont organisés en groupe d'autodéfense. À cette station-service, il y a des Wallisiens Futuniens qui se sont relayés jour et nuit pendant 8 mois pour garder le commerce, prévenir les autorités dès qu'il y avait des gens suspects qui arrivaient. Cette station essence a échappé à la destruction, mais des centaines de commerces et d'entreprises ont disparu. David Guyenne a tout perdu. Son centre commercial est parti en fumée. C'est une entreprise familiale pendant très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne voulais même pas revenir. Mes parents ne sont jamais revenus depuis les émeutes. Ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent pas voir ça. Ici, et je pense que c'est ce qui nous a fait mal au début, c'est qu'on avait toutes les communautés, certains clients ou même certains employés, certains collaborateurs ont participé à cette frénésie, à cette folie. Ça nous a fait mal. Toutes ces personnes, et même tout le monde, nous, tous les Calédoniens, se disent mais comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que plus personne ne veut ça. Moi, ce qui me donne de l'espoir et de l'espérance que
que ça ne se reproduira pas, c'est trop douloureux pour tout le monde, et que la raison va l'emporter. David Guyenne se sent calédonien. Il n'imagine pas sa vie ailleurs. Alors après la colère et le deuil, il a décidé de rester pour tout reconstruire. À Nouméa, la fracture entre les quartiers sud et les quartiers nord, défavorisés et à dominante kanak, s'est aggravée. Ici, à Tindu, le chômage et la pauvreté ont encore gagné du terrain. Élodie vit avec ses 3 enfants dans un bidonville qu'on surnomme le Kosovo, sans eau et sans électricité. Un amas de planches et de tôles en guise de foyer. Elle rêve d'un autre avenir pour ses enfants. Qu'ils fassent bien l'école déjà pour avoir un bon travail, qu'ils ne galèrent pas comme nous à la fin du mois, quoi. Pour manger, c'est un peu la galère à la fin du mois. Heureusement qu'on a le champ. J'espère qu'ils seront débrouillards aussi pour faire le champ plus tard. On a plusieurs bananiers. On a des maniocs aussi. Là. Du canne à sucre. Là. C'est sucré. Ils adorent le jus. C'est juteux. C'est comme une tribu ici. On s'entraide beaucoup ici, dans ce quartier. Dans d'autres quartiers, je ne vois pas comment on est avec nos voisins ici, quoi. On est une famille de cœur, si vous voulez. Pour moi, la France, les politiciens, ils ne s'intéressent pas à nous, les tout petits, quoi. Ils ont besoin de nous pour les votes, et après, une fois on a voté pour eux, ils sont en haut, ils nous oublient, nous. Non, je ne me sens pas française, pas du tout. Pour moi, je suis kanak, je resterai kanak. À 2 heures de Nouméa, en pleine brousse, une grande propriété s'étend sur des centaines d'hectares. Ghislain Santacroce est descendant d'un bagnard corse, arrivé en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle. Je suis attaché à cette terre. Donc, la France, j'y vais de temps en temps, mais c'est mes couleurs, mais c'est pas chez moi. Ici, c'est la France. La Calédonie, c'est la France. Et je voudrais que ça reste la France. Les tensions de 2024 ont ravivé des souvenirs douloureux. Dans les années 80, la Nouvelle-Calédonie a traversé une situation de quasi-guerre civile, avec des affrontements meurtriers entre indépendantistes et loyalistes. La famille Santacroce est alors chassée de la ville de Thio. Les docks ont brûlé, la maison a brûlé, l'abattoir a brûlé. Tout ce qui nous restait à se faire, c'est à sauver nos vies. C'était dur. J'ai brûlé la maison de mes parents, j'ai brûlé la mienne, celle de mon frère aussi, pour pas qu'ils en profitent. Bon, j'étais un peu fou, mais enfin fou de rage. Les gens que tu as vécu, que tu as grandi, qui ont mangé à notre table, puis de là à se tirer dessus, c'est... Allez Julie, saute. Allez viens, allez voir les vaches. Ghislain Santacroce a tout reconstruit dans le village de Moindou. À 70 ans passés, il ne manque ni d'énergie ni de projet. Pourtant, pour lui, la situation est peut-être plus périlleuse aujourd'hui que dans les années 80. Le fossé se creuse de plus en plus entre les loyalistes et les indépendantistes. Et ça, c'est grave. Dernier événement à Saint-Louis, il y avait 2500 gendarmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, il y en a un ou deux qui se sont fait tuer, des gendarmes. Ils n'ont pas répondu, ou très peu. Mais c'est une honte pour la France. La puissance atomique de la France qui se fait maltraiter par 3 Kanaks. On leur fait plus confiance. Là, moi, j'ai des amis encore, là, mais c'est grave. Avant, on s'embrassait tous. Maintenant, on hésite quand même. Hein.
Ghislain Santacross est persuadé que sans la France, la Nouvelle-Calédonie s'effondrera. Le tracteur est toujours de l'autre côté? Enfin, les tracteurs. Qui va être capable de gérer ça plus tard? Si on est pris par les Chinois demain, ça va être pire. Vaudrait mieux que ce soit les Australiens qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les trois Kanaks, pour combattre les Chinois quand ils vont arriver? Ça me fait peur. Les accords signés entre indépendantistes et loyalistes dans les années 80 devaient permettre aux Calédoniens de se forger un destin commun. Une ambition qui ne s'est toujours pas concrétisée, mais que l'on tente de faire vivre à Bourail. Ce jour-là, le maire de la ville rencontre le chef kanak du district pour le lancement d'un événement culturel précédé du geste, une courte cérémonie coutumière. Voilà le petit geste pour dire le bonjour, pour dire que pendant 2 jours, sur cet espace, il y aura une résidence culturelle. Ici, le vivre ensemble n'est pas qu'un slogan, mais le chemin a été très long. Ça n'a pas été du jour au lendemain, quoi. C'est quand même pas mal d'années pour travailler un peu les consciences, les mentalités, de telle sorte à ce qu'on puisse se retrouver. Et puis qu'on était prêt à construire les choses avec tout le monde ici. Mais d'abord, dans un premier temps, que les uns et les autres nous reconnaissent comme le poteau central, en quelque sorte, ici dans ce pays. Si on mène cette démarche-là, c'est parce qu'on est optimiste pour nous ici et puis pour tout le pays. Parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, les uns et les autres, il va falloir se retrouver et puis qu'on avance tous ensemble et puis créer quelque chose pour les générations futures. Moi, j'espère que les Calédoniens vont ouvrir les yeux, vont comprendre à un moment donné qu'on est sur un mauvais chemin, que ce chemin ne nous conduira pas à une paix, une vraie paix. Si vous voulez faire le bras de fer avec les gens, les Kanaks, ils savent faire. Ils vont réagir. Et ils sont dans une logique de libération, eux. Et il faut qu'on soit sincère, qu'on soit honnête avec eux, qu'on travaille avec eux, qu'on partage leur quotidien aussi. Sinon, on n'est pas frères, on marche pas ensemble. On a besoin d'être nous, d'exister par nous-mêmes. On est un territoire français, mais ça ne nous empêche pas d'être nationalistes calédoniens, de croire en notre pays et de vouloir développer notre pays comme un pays indépendant. À Bourail, les habitants prouvent qu'un autre chemin est possible. L'idée gagne du terrain dans le pays, même si elle peine à s'imposer politiquement. Le défi est immense dans un territoire où s'affrontent 2 récits qui n'ont toujours pas abouti à une histoire commune.